C'est dans l'une de ces maisons de pierre aux tuiles rouges, perdue entre les oliviers de Beth Shabeb, qu'est né Fajr Lahayek en 1907. Bien qu'il ait vécu et grandi dans la ville, son cœur est resté perché sur les hauteurs de Beth Shabeb. De là, il a vu la terre et en a fait une constante dans ses romans. Je crois que vous savez que toutes les légendes, presque toutes les religions, tirent l'homme de la terre et le restituent à la terre. En ce qui concerne le paysan, ses relations sont tout à fait spéciales. Et il a des rapports presque mystiques avec la terre. Ces liens, c'est une ligature tout à fait spéciale et parfois inexplicable. Scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer. C'est comme l'amour. Le paysan se considère comme un cristal. Il se considère si près de Dieu qu'il se croit qu'il en tire gloire. Il croit qu'il est supérieur aux hommes parce qu'il est plus près de Dieu que les hommes. J'ai mon papa qui s'appelle Edouard Awad, mais Fajr a été un autre papa. J'avais deux papas. Fajr Lahayek et Edouard Awad. Il avait son bureau personnel. Un bureau, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était plein de livres. Et entassés les uns sur les autres, et ces manuscrits. C'est surtout moi qui fais attention à ces documents, parce que j'étais la plus proche de mon oncle Fajr Lahayek. Alors c'est moi qui, après son décès, a pris tous les documents et je les ai gardés chez moi. Bien sûr, les autres on donne de l'importance à ces documents, mais pas comme moi. Je peux facilement considérer que Fajr Lahayek, indépendamment du fait qu'il soit mon oncle ou pas, c'est un monsieur qui a révolutionné l'approche de la réalité vécue. Il a voulu donner une dimension très importante au village, mais également à toutes les idées. Vous savez très bien, c'est un monsieur qui a critiqué l'Église, qui a critiqué le prêtre, qui a critiqué les traditions, qui a essayé de braver avant terme toutes les préjugés et les stéréotypes qui existaient et qui rendaient l'individu oriental prisonnier de ses préjugés. C'est dans ce sens-là que l'approche de Fajr Lahayek est une approche particulièrement nouvelle par rapport à l'ancien. C'est dans ce sens-là que je trouve que Fajr Lahayek, qui est enseigné à l'Athénée, en classe de première, surtout pour le programme libanais avec Joumana, j'aurais préféré que le livre soit Barjout plutôt que Joumana, mais bref, l'éducation nationale a décidé autrement. Pourquoi Barjout, pourquoi Joumana? Parce que nous avons affaire à des personnages qui ont bravé leur société et qui ont été les premiers à critiquer des situations qui doivent nécessairement remettre en cause, remettre en question. Il est du XXIe siècle, avec les idées du XXIe siècle, mais qui a vécu en plein milieu du XXe siècle, avec, n'oubliez pas, une grande famille. C'était un enfant d'une très grande famille, il avait 11 frères et sœurs, il était en quelque sorte plus ou moins porté sur la littérature, mais également sur la vie de la quotidienneté. Et il a apprécié, il a aimé la vie du village. Comment il a apprécié la vie du village s'il n'a pas vécu au village? Il peut ne pas vivre au village, mais il a l'âme du village. N'oubliez pas, encore une fois, c'est Beth Shabeb. C'est le plus grand village du matin, c'est le village de 17 églises, c'est l'influence des
prêtres et curés, c'est l'influence de la dimension religieuse vécue à la villageoise. Pour moi, la femme n'est pas une femme, c'est une entité. Je crois, c'est une conviction personnelle, qu'elle porte en elle une parcelle de l'infini. Ce que je préfère, c'est sa supériorité à l'homme en ce qui concerne sa faiblesse, sa tendresse, sa noblesse, sa maternité. Elle est promise à une destinée merveilleuse et c'est l'homme qui l'avilit par son machisme. C'est ça d'ailleurs qui a donné lieu au féminisme à outrance que nous constatons dans la société d'aujourd'hui. Anna, je suis pour que la municipalité de Betchaba, qu'elle puisse faire, premièrement un monument, deuxièmement une place, troisièmement imprimer ces livres de nouveau. Plus que ça, s'il y a les moyens, essayer de traduire les livres français en arabe. En arabe littéraire, c'est sûr. J'ai beaucoup apprécié chez cet auteur une langue qui est intéressante, une langue très riche, mais une langue qui avait puisé dans son patrimoine culturel libanais et qu'il avait mélangé à la langue française qui était, du temps où lui écrivait, la langue qui prévalait. Je vais rééditer Farja Lahaï parce que j'estime qu'il faudrait à tout prix que la génération actuelle revoie un peu ces auteurs francophones, mais qui n'en sont pas moins des auteurs purement libanais. C'est une grâce d'avoir pu avoir des personnes comme Farja Lahaï dans notre culture libanaise. Farja Lahaï traduit nos expressions libanaises en français. Il n'a écrit qu'en français, mais avec nos expressions à nous. Au début, ça m'avait choqué. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais ce monsieur a un courage incroyable de vraiment transcrire cet arabe, ce libanais parlé, il le transcrit en français comme ça. Et il a tellement bien décrit nos mœurs, etc., que je me suis accrochée à lui. Je crois que la question du langage est une chose très compliquée à expliquer. N'oubliez pas que dans mes gènes et dans mes chromosomes, il y a le libanais, le langage libanais. Et que j'ai un langage acquis qui est le français. Il n'y a pas calque, comme se plaisent à le dire certains, dont vous peut-être. Il y a ce qu'on appelle une fusion. Cette fusion a été perçue par les critiques français comme une nouveauté. Et puis, je crois que le langage humain est très approximatif. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de sensations qui ne tombent pas sous l'emprise des mots. Alors nous sommes obligés d'avoir recours à des procédés. Or, possédant deux langues, ce qui ne tombe pas sous la coupe de la langue française, je le prends sous la coupe de la langue arabe. Alors ça fait cette fusion et cette greffe dont on a parlé tellement. L'idée, en fait, est de réhabiliter Farja Lahaï. Pourquoi le réhabiliter? Parce que d'abord, je suis de Betchabeb. Et donc, c'est mon amour de Betchabeb qui a fait que je commence à aimer Farja Lahaï. Et je considère que c'est un écrivain qui a été méconnu, surtout par le Liban et par l'État libanais, parce qu'il est né un peu trop tôt par rapport à la notion de francophonie. Donc avec lui, j'ai conçu l'idée d'une pré-francophonie, puisqu'il a écrit toute son œuvre, et c'est une œuvre quand même assez large, c'est une œuvre de 18 quand même, entre romans et essais. On a 18 écrits de Farja Lahaï qui ont été entièrement rédigés entre les années 1930 et les années 1960-70. Donc avant que la notion de francophonie ne devienne une notion mondialisée et diffusée et médiatisée, surtout avec François Mitterrand.
Donc pour moi, il existe comme dans la montagne libanaise une pré-francophonie dont les piliers majeurs sont Fajr al-Lahayek dans le Maten et Nadia Touaini dans le Chouf. Et donc j'aimerais montrer pourquoi, étant né trop tôt, sa francophonie était considérée comme quelque chose de naturel. La langue française étant une langue d'expression normale, plus ou moins pour cet écrivain, et donc il n'a pas été vraiment apprécié à sa juste valeur dans ses écrits. La personne ou l'écrivain qui a mis le roman francophone au diapason de la modernité internationale, c'est Fajr al-Lahayek, à mon avis. Peut-être pas dans tous ses livres, peut-être pas dans tous ses romans, mais certainement dans la plupart de ses romans, en tout cas dans les plus connus d'entre eux, notamment L'Envers de Caïn. Il a rompu complètement avec toutes les traditions, tout ce qui se faisait dans le roman libanais de cette époque, un roman qui est d'ailleurs aujourd'hui complètement oublié, et qui était entièrement concentré sur une tentative de dessiner l'image d'un pays qui est le Liban, un pays idéal, concentré autour de la montagne, de la pureté des sommets, de la beauté des paysages, et aussi autour de la question de la cellule villageoise idéale, qui s'est perpétuée d'ailleurs dans la chanson, dans le folklore libanais, dans le théâtre libanais, l'idée du village dans la montagne, dans sa pureté, etc. Et coupée évidemment de ses origines, et restée de ses origines phéniciennes, etc., mais restée dans une espèce de pureté ancestrale. Et le roman libanais a également, le roman traditionnel libanais a également eu tendance à faire une grande différence entre la montagne pure, très proche du ciel, lieu paradisiaque, et Beyrouth, le littoral, qui était un lieu de perdition, et dont Beyrouth était le centre. Alors ce que Fajr al-Lahayek va faire, il va rompre complètement avec ces clichés du roman traditionnel libanais, et il va évidemment montrer un visage du Liban qui est plutôt un visage réel. Dans ma jeunesse, un essai m'a sauvé la vie, et cet essai, c'est l'essai d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, qu'il a écrit en fait pour lutter contre le suicide. Et lorsque je suis arrivé à la fin de l'essai avec la reprise du mythe de Sisyphe et la dernière phrase « Il faut imaginer Sisyphe heureux », il y a eu dans mon adolescence vraiment comme une vérité qui m'est apparue soudainement. Cette vérité qui consiste à affirmer son destin, à assumer l'absurde quel qu'il soit, en faisant bien ce qu'on a à faire, donc en roulant bien sa pierre. Et alors, chez Fajr al-Lahayek, on va retrouver la même dimension, surtout dans L'Envers de Caïn. D'ailleurs, il n'est pas surprenant que Albert Camus lui-même ait écrit une lettre, qui est une lettre à la gloire de Fajr al-Lahayek, pour le remercier d'avoir si bien compris la théorie de l'absurde avant même que Camus lui-même ne l'ait formulée. Donc cette lettre de Camus est un hommage à Fajr al-Lahayek, puisque tous les deux se retrouvent d'une part dans la destinée tragique de l'être humain qu'ils sont en train de, non pas de dénoncer, mais en train de révéler, et en même temps la lutte contre cette destinée tragique en assumant l'absurde, en assumant son destin. Donc cette reconnaissance entre Camus et Fajr al-Lahayek est une reconnaissance admirable dans la littérature et dans ce qu'on appelle l'intertextualité entre la France et le Liban. J'ai connu Albert Camus dans un cocktail chez Gallimard. Il y avait aussi Sartre. Puis ensuite, on a correspondu. J'ai pas mal de correspondances avec Camus. Ce qui m'a frappé dans Camus, c'est que l'homme était peut-être supérieur à l'œuvre. Il faisait beaucoup de bien, sans que personne ne le sache. Il y a entre nous une sorte de parenté méditerranéenne, c'est ce qu'il me disait souvent. Et puis, il est mort prématurément, je n'ai pas pu approfondir cette amitié avec lui. ايه فجر الحايك كثير مشهور. ايه بيعمل فرنسي، كتب فرنسية، شاعر أبضاي من الشباب. كثير مهم هون عندنا بالضيعة. ايه قديم بخبروا كثير عنه أبضاي. هون وبرا بفرنسا وبرا.